avait agi dans un élan de frustration, peut-être même de colère. Cependant, aujourd'hui, en se réveillant, Élisabeth réalisait qu'Ennis avait simplement, comme tant d'autres colons, joué le jeu et consenti un sacrifice terrible, perdre ses parents. Et elle avait donc de son côté perdu son fils. Elle ne pouvait plus rien y changer désormais, même si elle avait du mal à lutter contre ce faux espoir de se réveiller après une simple nuit de sommeil. Élisabeth se sentait d'autant plus mal à l'aise qu'intérieurement, elle ne pouvait pas s'empêcher de douter de ses motivations réelles. Certes, il était important d'aller au bout de sa tentative de créer une société différente, mais normalement, elle aurait dû déléguer cette tâche aux générations suivantes et ne pas imposer sa présence, ne pas s'incruster dans le cheminement logique des événements. C'était en tout cas la logique normale des choses. Là, quelque part, elle avait fait preuve d'orgueil, comme si elle prétendait être la seule à pouvoir décider de l'avenir de la société sur Lumière. Sa présence, en cette année 129, était assurément contre nature. C'était probablement une erreur. Qui plus est, elle entraînait par son choix son compagnon de toujours, Neil. Alors bien sûr, ce dernier ne lui reprocherait jamais rien, parce qu'il l'aimait, mais elle savait bien qu'à 57 ans, après avoir si souvent risqué sa vie, il aurait préféré vieillir aux côtés de son fils plutôt que de repartir pour un nouveau round. Non pas qu'il se moquât de l'avenir de Lumière, mais il s'était beaucoup battu pour défendre les idées de sa femme, et comme il le disait souvent, c'était maintenant aux générations suivantes de prendre le relais. Élisabeth ne l'avait pas écouté, et aujourd'hui elle regrettait. Elle n'aurait pas dû, c'est certain, faire ce saut dans le futur. Mais bon, elle l'avait fait, et elle ne pouvait plus désormais revenir en arrière. Le temps s'écoula. Élisabeth sommeillait, toujours allongée, lorsque la femme habillée en blanc entra de nouveau dans la pièce. Elle se posta en face du caisson, sourit, et demanda si le réveil se passait toujours bien. Curieusement, ce fut un peu comme un électrochoc. Élisabeth ouvrit grand les yeux, et elle se sentit soudain parfaitement réveillée, lucide. « Oui, j'ai même l'impression de sortir d'une simple nuit de sommeil, » dit-elle. « Tant mieux. Vous savez, c'est en réalité la première fois que nous testons vraiment les unités de vie suspendues fournies par les super-humains. Jusque-là, nous n'avions fait que des tests sur des durées de quelques jours. »« Je peux me lever ?»« Oui, bien sûr. Toutes vos constantes vitales sont satisfaisantes. Vous avez une tunique sur l'étagère à votre droite. » Élisabeth se leva prudemment, sans geste brusque. Elle ne ressentit aucune douleur. Elle s'attendait au moins à une crampe, mais ce ne fut pas le cas. Ses muscles répondaient presque mieux qu'après un réveil normal. Nul doute que le système de maintien en vie suspendu avait dû, d'une façon ou d'une autre, solliciter régulièrement ses muscles, peut-être par des courants électriques faibles. « C'est quand même étonnant, dit-elle. Je ne ressens même pas un étourdissement. Et pourtant, vous venez de passer 100 années à flotter dans de la gélatine. Vous qui avez connu les caissons de cryoconservation de l'Esperanza 64, vous appréciez sans doute la différence. » Élisabeth hocha la tête en souriant. La femme n'imaginait certainement pas à quel point elle avait raison. Le traumatisme lié à ses réveils difficiles sur l'Esperanza 64 était encore présent. Il lui arrivait même régulièrement de faire des cauchemars à ce sujet. Elle s'efforça de chasser ses mauvais souvenirs. Tendant la main, elle attrapa la tunique sur l'étagère et la déplia soigneusement avant de l'enfiler. L'aspect du vêtement était des plus classiques, mais le tissu très léger et soyeux. La femme en blanc appela quelqu'un qui devait attendre à la porte. Un homme jeune, 27 ans maximum, entra. Vêtu d'une combinaison, mais le casque rabattu en arrière, il portait à la taille un pistolet à aiguille. Son crâne était rasé et son visage exprimait manifestement un mélange de respect et d'émotion. « Bonjour, dit-il. Je m'appelle Organ et je suis un des 54 gardiens qui veillent sur vous. » Élisabeth observa quelques instants les joues imberbes de l'homme. Des joues de bébé, songea-t-elle. Le nez avait dû être cassé parce qu'il formait un angle bizarre. Des sourcils à peine visibles, un menton plutôt carré. Le dénommé Organ ressemblait à un boxeur. « Des gardiens ? Suis-je prisonnière ? » Oh, bien sûr que non. Notre mission est d'assurer votre sécurité. « Oh, très bien, mais 54 gardes du corps, n'est-ce pas quelque peu exagéré ? » Rien n'est exagéré pour votre sécurité. Vous serez sur Lumière dans quelques heures et nous devons nous assurer que tout se passera bien.
L'ordre des gardiens a été créé dans ce sens. Élisabeth respira profondément pour masquer sa contrariété. Allait-elle de nouveau avoir droit à des gardes du corps permanents, comme lorsqu'elle dirigeait la colonie? L'idée ne lui plaisait guère. En plus, l'homme avait évoqué un ordre. Elle n'aimait pas ce terme qu'elle associait à tort certainement, puisqu'on parlait bien sur Terre de l'ordre des médecins, à la religion. Elle sentait en tout cas poindre une teinte de fanatisme derrière ce genre d'appellation. Elle demanda « Et qui vous commande ?» Notre structure est très simple. Je suis l'un des 3 chefs de groupe. Je suis continuellement en contact avec les 2 autres et l'un de nous est toujours à vos côtés. En théorie, nous sommes directement sous les ordres du commandant de la force d'intervention, mais en pratique, nous formons une unité à part et nous bénéficions de la plus grande autonomie. C'est ainsi, par exemple, que pour des raisons de sécurité, nous avons décidé, sans en informer qui que ce soit, de vous réveiller 3 jours plus tôt que prévu. Oh, ça ne va pas poser de problème ? Je ne sais pas. Par contre, vous ne serez plus ici si quelqu'un avait prévu de s'en prendre à vous à votre réveil. S'en prendre à moi ? J'ai donc des ennemis. Les gens célèbres ont toujours des ennemis, et puis, même si ce n'était pas le cas, c'est notre rôle à nous, les gardiens, de l'imaginer. Bien, maintenant que les présentations sont faites, je vous avoue que je suis impatiente de retrouver mon compagnon, Neil. Je suppose que vous l'avez réveillé, lui aussi ? Oui, bien entendu. Je vais vous accompagner jusqu'à la salle des repas. Il s'y trouve déjà. Sacré Neil, se dit Élisabeth, toujours en avance quand il s'agissait de sortir d'un caisson de sommeil. Elle fit quelques pas, guettant un peu inquiète le moindre signe de défaillance de son corps, mais ce dernier répondit à la perfection, comme si elle se réveillait effectivement après une simple nuit de sommeil. On pouvait critiquer les super-humains pour leur mentalité, songea Élisabeth, mais sur le plan technique, ils étaient vraiment brillants. Elle se demanda si, comme il l'avait fait avec les téléporteurs, des scientifiques de lumière s'étaient penchés sur la technologie des caissons de vie suspendus. Organe vérifia que la coursive était dégagée, puis il accompagna celle que tous les gardiens appelaient la reine jusqu'à la salle des repas. Il profita de ces quelques pas pour essayer de retrouver un rythme cardiaque normal. Tout à l'heure, lorsque la reine lui avait adressé la parole, son cœur avait dû, sous le coup de l'émotion, passer instantanément de 70 battements par minute à 140. Avait-il fait bonne impression ? Comme tous les gardiens, il avait été conditionné par l'ordre pour vouer à sa reine une loyauté et une dévotion absolue. Il la considérait pratiquement comme une déesse, une divinité. Pour lui, elle était à l'origine du monde sur Lumière, comme si elle l'avait enfanté, et elle revenait maintenant pour parfaire son œuvre. En fait, Organe était maintenant plutôt désorienté parce qu'il s'attendait vraiment à ce qu'Élisabeth soit une femme beaucoup plus autoritaire, plus précieuse aussi. Au lieu de cela, il découvrait quelqu'un d'apparemment très humble et respectueux des autres. Elle ne s'était montrée ni hautaine ni indifférente. Il aurait presque pu la considérer comme une femme ordinaire. Il jeta un coup d'œil à son indicateur de situation. Tous les hommes de son groupe étaient à leur poste et aucun danger n'était signalé. 5 ans qu'il surveillait cette partie de l'Esperanza 64 avec ses hommes. La sécurité de la reine était leur obsession, et tous étaient terriblement angoissés à l'idée qu'elle allait maintenant descendre sur Lumière à la portée du moindre opposant. Organe s'efforçait de garder la tête froide, mais il craignait par avance sa réaction si quelqu'un approchait de trop près la reine. En tant que gardien, il bénéficiait d'une immunité totale s'il venait à blesser accidentellement autrui pendant le service, mais il voulait quand même éviter au maximum de faire du mal à un innocent. Ces hommes, par contre, risquaient de se montrer beaucoup moins magnanimes. Il faut dire que, comme tous les gardiens, ils avaient juré lors de leur adoubement de se donner la mort sans délai si la reine devait périr dans un attentat. Cette clause non officielle, uniquement orale de leur contrat, pouvait paraître surannée, voire digne du Moyen-Âge, mais personne ne la remettrait jamais en cause. C'était une question d'honneur, et surtout elle témoignait de l'intensité de leur engagement. On ne devenait pas gardien si on n'acceptait pas que son sort soit intimement lié à celui de la reine. La salle des repas n'était qu'à une vingtaine de mètres. Élisabeth remarqua que si les coursives de l'Esperanza 64 n'avaient guère changé, elles étaient par contre parfaitement entretenues. Impossible d'y voir un indice du temps écoulé. Elle entra dans une pièce qui, elle s'en souvint, servait pendant le grand voyage de dépôt de matériel électrique
avec à l'époque des bacs et une machine Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.